Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1, il est 13 h, voici les titres de votre édition. Après les inondations du mois dernier qui ont fait 20 morts en Côte d'Ivoire, à Boisseau, le fleuve Bia est sorti de son lit faisant 2 morts et plusieurs blessés. Maria Tokone, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, s'y est rendue hier pour apporter la compassion du gouvernement aux populations. La Côte d'Ivoire et le Congo ont décidé de collaborer dans le secteur agricole. Une mission ivoirienne d'agents d'encadrement et de producteurs de manioc, entre autres, a séjourné récemment au Congo-Brazzaville dans l'objectif d'un partage d'expériences en matière de production, de commercialisation et de transformation du manioc. Helsinki abrite ce lundi une importante séquence diplomatique, une rencontre qui intrigue, voire inquiète. Vladimir Poutine et Donald Trump, après des mois de brouille diplomatique, sanctions, renvoi de diplomates, aucune des deux parties ne s'attend à une percée majeure dans ces discussions. Monsieur le Président, l'équipe nationale de la France vient de remporter brillamment et pour la deuxième fois la Coupe du monde de football. Au nom du peuple ivoirien et à mon nom personnel, je tiens à vous adresser, Monsieur le Président de la République de France, ainsi qu'au peuple français, mes plus chaleureuses félicitations. Ce nouveau sacre qui intervient 20 ans après le premier, en 1998, mérite particulièrement d'être salué. Et cette remarquable performance des Bleus est l'heureux aboutissement des efforts, du courage et de la détermination de l'équipe des France depuis le tour des éliminatoires jusqu'aux phases finales. La France vient une fois encore de démontrer sa capacité à relever les défis qui se présentent à elle, à l'image des grandes nations. Je puis vous assurer, Monsieur le Président, qu'au regard des excellentes et historiques relations d'amitié et de coopération qui ont toujours existé entre nos deux nations, le peuple ivoirien savoure avec vous ainsi qu'avec le peuple ami de la France ces moments de bonheur et de grande allégresse. Très haute considération signée des mains de Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est tout à l'heure, dans l'après-midi de ce lundi 16 juillet, que se tiendra l'Assemblée générale constitutive du RHDP, parti unifié, le rassemblement donc des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ce sera au Palais des Congrès du Sofitel, Hôtel Ivoire. Le chiffre du jour, c'est 6 595 899. C'est le nombre de citoyens inscrits sur la liste électorale provisoire. L'annonce a été faite hier par la Commission électorale indépendante. Selon la CEI, ce sont 3 357 698 hommes inscrits, soit 50,91%, et 3 238 201 femmes inscrites, soit 49,09%. Une liste obtenue après l'enrôlement des pétitionnaires dans la période du 18 au 24 juin 2018. En cette saison des pluies, le fleuve Bia, dans le sud Comoé, connaît une crue inhabituelle. Résultat, plusieurs quartiers d'Aboisseau sont inondés du fait de la montée des eaux et les 2 barrages d'Ayamé reçoivent plus d'eau que prévu. Pour pallier cette situation, la compagnie ivoirienne d'électricité mène en ce moment une opération d'évacuation du trop-plein d'eau reçu. Opération qui nécessite des mesures de sécurité extrêmes. Serge Collier. Il y a longtemps que le fleuve Bia n'avait pas connu une telle montée des eaux. Les pluies particulièrement abondantes de ces derniers mois ont fini par sortir le cours d'eau de son lit. Résultat, les riverains subissent les conséquences dramatiques de cette situation. L'eau là, l'habitude, ça vient, mais pas trop, ça ne monte pas comme ça. Tu vois, non? Donc on a dit que bon, peut-être après, l'eau là va rester comme ça. Un peu de temps en temps, on a commencé à ramasser les bagages, on a vu l'eau là un coup comme ça. On ne peut rien faire. Ciment ou quoi, tout est resté. Il y a des bagages, les gens même dans la maison, tout est tombé dedans. J'étais là comme ça et puis on m'a appelé, on a dit ah, viens à la maison rapidement, que c'est gâté ici. Comme on le dit, c'est gâté. Puis on est venu, effectivement c'est gâté, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Dans la nuit, du vendredi 13 au samedi 14 juillet, Aboisseau a enregistré un mort. Avec les eaux qui étaient montées, j'ai décidé de mettre une pirogue, j'ai pris la pirogue de mon grand frère, juste fait passer les gens à 100 francs la traversée. Bon, après ça, il y a eu un succès, les gens passaient. Après, il y a un groupe de 5 individus qui sont arrivés, ils ont dit qu'ils n'avaient pas l'argent, ils sont partis. Et juste au niveau de la maison jaune qu'on voit là, les camions, la maison jaune là, juste à droite là, il y a un creux là. Bon, ils ne savent pas s'ils savaient, ils sont tombés. Le dernier est resté dans le trou. Ce matin,
quand ils ont sorti le corps, là on a vu qu'effectivement il y avait eu un décès. Plusieurs sites à Aboissau, comme ici dans cette école primaire, abritent des centaines de familles de sinistrés. Et pourtant, dès le début du mois, les populations avaient été prévenues par les équipes de la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité en charge des 2 barrages d'Ayamé à quelques kilomètres d'Aboissou. Le fleuve prend sa source au Ghana. Et depuis le 1er juillet, on a constaté l'arrivée de l'eau. Depuis ce temps, nous avons passé les informations, voilà, pour informer les uns et les autres qu'on a de l'eau qui est arrivée, donc il faut prendre des dispositions. Et ça a été relayé à plusieurs reprises sur les différentes radios. Voilà, donc les différentes radios locales installées à Aboissau, et aussi celles qui sont installées dans les villages, voilà, qui relaient l'information tous les jours. Donc nous, on s'assure que l'information passe. Et voilà. Et après, la deuxième chose qu'on fait pour accompagner cette mesure, c'est que nous, on fait du corps à corps avec les différents villages, les différents riverains qui sont tout le long du fleuve, pour leur expliquer vraiment la dangerosité de ce qui peut être, qu'on appelle, peut arriver, et on leur demander de prendre les mesures. Pour faire face à la situation, la CIE a lancé une opération de déversement des eaux. Les vannes des installations hydroélectriques ont été ouvertes pour évacuer et canaliser le trop-plein d'eau. Le stock étant atteint, le niveau, ce qui arrive aujourd'hui, on ne peut pas le stocker. Voilà, on est obligé de faire passer. Mais ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes dans une situation exceptionnelle, parce que ce qu'on reçoit cette année, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Au jour d'aujourd'hui, nous recevons un débit qui va au-delà des 300 mètres cubes secondes. Nous avons fait un pic de 800 il y a 2 jours de cela. Et actuellement, nous sommes dans une moyenne de 530 mètres cubes secondes. Et ces 530 mètres cubes secondes, nous sommes obligés de faire passer parce qu'on ne peut plus stocker. À Aboissau, à Ayamé et dans plusieurs localités de la région du Sud Comoé, les eaux continuent de gagner du terrain. Il devient en ce moment dangereux d'habiter autour du fleuve. Et vous l'avez vu, nous sommes toujours en saison pluvieuse et la pluie continue toujours de tuer. 2 morts et plusieurs blessés et sinistrés. Voilà le bilan des dernières pluies torrentielles qui ont fait sortir le fleuve Bia de son lit à Aboissau, ville située à une centaine de kilomètres au sud-est d'Abidjan. Maria Toukone, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, a apporté hier la compassion du gouvernement aux populations. On se souvient qu'il y a moins d'un mois, les 18 et 19 juin dernier, la Côte d'Ivoire pleurait 20 morts du fait des inondations à Abidjan et à l'intérieur du pays. Ouattara Amadou Walter. Cela fait aujourd'hui 4 jours que les habitants d'Aboissau ont été contraints de changer leurs habitudes. Pour joindre certains quartiers, seulement 2 choix s'offrent à eux, la nage ou la pirogue. Raison, une sévère inondation causée par la montée des eaux de la Bia, ce fleuve qui prend sa source au Ghana et qui sert les barrages Ayamé 1 et 2 connaît une crue inhabituelle. Plus de 500 familles sinistrées, dont 200 logent en ce moment sur des sites d'accueil provisoires. La première mesure, c'était de donner l'information aux populations qui sont dans ces zones-là inondables. On leur a demandé vraiment des parties de ces zones. La deuxième mesure que nous avons prise, c'est de leur trouver des sites de recasement, en attendant une condition meilleure. Informé, le président de la République et son gouvernement ont pris la pleine mesure de la situation. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a été dépêchée. Appuyés par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, ils sont sur le terrain pour voir de près les dégâts, mais aussi exprimer la compassion de l'État de Côte d'Ivoire. 30 millions de francs CFA en vivres et en non-vivres à l'ensemble des sinistrés, plus une somme d'1 million de francs CFA aux familles endeuillées. Ce qui est arrivé avec la montée des eaux de la Bia n'est pas nouveau. Les autorités m'ont rappelé tout à l'heure qu'en 1966, il y a eu la montée des eaux. Elles m'ont rappelé également qu'en 1975, il y a eu la montée des eaux. Et malheureusement, 43 ans après, c'est-à-dire maintenant 2018, il y a encore la montée des eaux au point de faire des dégâts. Dès que nous avons été informés de la situation, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, sensibles à vos souffrances,
m'ont demandé de venir rapidement, le plus rapidement possible, pour exprimer la solidarité du gouvernement et de toute la Côte d'Ivoire. Une action du gouvernement appréciée par les cadres et élus de la région du Sud Comoé qui ont également contribué à cet élan de solidarité à hauteur de 7 500 000 francs CFA. C'est pour manifester notre solidarité dans le malheur en tant que fils de la région que je suis ici au nom du ministre des Affaires étrangères Marcel Montano, au nom du directeur général du port autonome d'Abidjan, député maire d'Adjéké, et à mon nom propre, nous avons fait ceci au nom du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Le porte-parole des victimes est sensible aux gestes de solidarité. Dès l'instant où au moins il y a de quoi se nourrir, il y a de quoi se vêtir, c'est déjà un grand réconfort. Et je pense que ça nous va vraiment droit au cœur. Nous remercions, nous profitons de cette occasion pour remercier le président de la République. Pour les autorités, cette situation est liée aux effets du réchauffement climatique. Elle exhorte les populations à quitter immédiatement les sites à risque afin d'éviter le pire. À Agboville, le fleuve Agbo a choisi d'imiter la Bia. Il est également sorti de son lit depuis une dizaine de jours. Et l'onde de choc de ce côté-là aussi est terrible. De nombreuses habitations sont inondées avec son corollaire de sinistrés. Et des dizaines de familles sont aujourd'hui sans abri. Et selon les autorités municipales, cette crue du fleuve est due certes à la forte pluviométrie, mais aussi et surtout à l'indiscipline d'une partie de la population. Franck Quadio, de retour d'Agboville. Décor bien triste en plein centre d'Agboville, la capitale de l'Indie-Bitiassa dans le sud ivoirien. Plusieurs habitations du quartier artisanat inondées par la montée des eaux du fleuve Agbo traversant la ville. Ça a gâté tout, valisio, un barreau, tout est gâté. Du pont, on peut apercevoir à proximité du fleuve des maisons, le lit de l'eau côtoyant des ordures de toutes sortes et dans les quartiers, plusieurs canalisations bouchées. Mais pour beaucoup, cette inondation due à une crue de l'eau fluviale est un phénomène naturel observé à chaque saison pluvieuse, sauf que cette année, l'eau est montée plus que de raison. Dans cette cour, les gestes les plus simples sont une corvée. L'environnement, l'eau, c'est même là, on n'arrive pas à se baigner comme se doit, on n'arrive pas à sortir et les moustiques nous fatiguent. Contraintes pour se rester sur place, ils sont cependant nombreux à être partis, certains chez des voisins. Depuis le 22 juin, nous, on a quitté la maison. Ce jeune couturier a quant à lui élu domicile sur son lieu de travail. Ça me fatigue. Ma famille et moi, vraiment, on a quitté la maison. Actuellement, la famille, madame et les enfants, c'est tout de l'autre côté. Des habitations sous les eaux, un risque sanitaire. Nous croisons au détour d'une ruelle le premier responsable communal en tournée pour rencontrer les populations et le suivons dans cette partie du quartier envahie par les eaux. Pas la première fois, il y a une inondation puisqu'ils sont proches de l'eau. Donc nous avons déjà procédé à des sensibilisations et ça fait que dès que l'eau a commencé à monter, les populations elles-mêmes ont pris des dispositions par rapport à ce qu'on leur a déjà dit. C'est vrai, nous déplorons tous la situation, mais que quand même nous avons de manière générale maîtrisé la situation en attendant que l'eau reparte, n'est-ce pas, sur son lit. L'indiscipline de certains vivants non loin des cours d'eau sur une surface plane, c'est l'occasion de sensibiliser. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a le fait des hommes, vous le savez. Le fait des hommes, c'est quoi? C'est que là où il ne faut pas construire, l'homme, ça va construire là. Là où il ne faut pas jeter les ordures, l'homme, ça va jeter les ordures là. Et donc, nous allons regarder avec vous ce qu'il faut faire pour que désormais on évite ça. En attendant que le niveau de l'eau baisse, les autorités municipales ont lancé une opération d'identification des sinistrés afin de déterminer le nombre exact de victimes et identifier celles à déplacer. La crue des eaux du fleuve Agbo dure depuis plus de 10 jours maintenant. Pour l'heure, il n'y a aucune perte en vie humaine. L'eau des pluies qui tue est pourtant l'eau source de vie. Les populations de Yokobwe en savent bien quelque chose. Depuis 34 ans, elles souffrent de problèmes d'approvisionnement en eau potable, mais depuis samedi, ces populations du Lodjibois peuvent désormais souffler. Elles disposent d'un système d'alimentation en eau potable de manière permanente. L'inauguration des travaux de remise en état du système d'un coût de plus de 480 millions de francs CFA a été faite ce week-end par le ministre des Affaires présidentielles, parrain de la cérémonie, accompagné du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier et de celui de l'Hydraulique. Mamadou Kwasi y était aussi. Son reportage. Yokobwe,
Sous-préfecture située sur l'axe Grand Laou Fresco dans la région de l'Odjibois, était confrontée depuis plusieurs décennies à une pénurie d'eau. Le château ne pouvait produire que 110 mètres cubes d'eau par jour pour une population estimée à plus de 8000 âmes, d'où le recours à l'eau de marigot ou de puits. On va au marigot à 4 h du matin, 5 h du matin, on ne dort pas, on va chercher de l'eau. Et puis on monte les côtes, hein. On monte la côte. C'est pas comme si la route est plate, on monte côte avec ce bidon-là. Tu peux faire 3 tours comme ça pour avoir de l'eau. Tu vas te laver, tes enfants vont se laver, ton mari va se laver, tu vas laver habillé comment? Vraiment, on a souffert à faire de l'eau là. Cette situation est devenue un lointain souvenir. Depuis quelques jours, les populations de ce village disposent de l'eau de qualité en abondance. Des travaux ont été réalisés par le gouvernement pour renforcer la capacité de production du château d'eau. Des travaux qui ont coûté 480 millions de francs CFA. Nous avons donc fait un autre forage qui nous permet donc d'avoir environ 14 mètres cubes heure, c'est-à-dire un peu plus de 280 mètres cubes jour. Et nous avons raccordé ce forage avec de l'électricité. Le château d'eau, comme il n'y avait pas de l'eau dedans, il s'est un peu dégradé. Nous l'avons réhabilité. Nous avons construit une nouvelle salle de traitement d'eau. Mais il ne suffit pas d'envoyer de l'eau dans le château. Il faut pouvoir distribuer cette eau dans Yokoboué. Pour cela, le chef d'État autorisé compose 11 km de canalisation dans Yokoboué. Ce qui fait que pour faire votre abonnement, vous avez de l'eau devant vos portes. Les populations heureuses ont traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, initiateur de ce projet. La vie à Yokoboué était difficile, ville pourtant facile d'accès et riche des opportunités de développement qu'elle offre. Chère population, je vous engage à en faire bon usage et d'être votre propre policier pour l'entretien et la surveillance des installations. Le nouveau ministre de l'Hydraulique a saisi l'occasion pour rassurer les populations de l'accompagnement du gouvernement à leur fournir de l'eau de qualité en quantité suffisante tous les jours. Pour lui, le projet L'eau pour tous va se poursuivre afin de renforcer les conditions de vie des populations en milieu rural. Avec mon équipe, nous serons à pied d'œuvre pour faire en sorte que le projet de L'eau pour tous, qui est caractérisé par la réalisation de 200 châteaux d'eau dans 200 sous-préfectures qui sont en souffrance, nous allons le réaliser dans les délais pour que les populations puissent accéder à l'eau potable dans les meilleures conditions. Parrain de la mise en service des ouvrages, le ministre Tédé Birahima Ouattara a rassuré également les populations de la région de l'Odjibois de la volonté du président de la République à améliorer leurs conditions de vie. Et cela se traduit selon lui par les nombreux chantiers de développement ouverts dans cette région, dans le domaine de la route, de l'électricité et de l'addition en eau potable. Pour garantir tous ces investissements, le parrain invite à la cohésion et à l'union de tous les fils et filles de cette région de Côte d'Ivoire. Le président de la République reste disposé à travers le gouvernement à apporter à Yokoboué, à toutes les régions de Côte d'Ivoire, un mieux-être. Je voudrais vous demander, chère population de Yokoboué, de l'accompagner dans cette tâche. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de cohésion pour aller de l'avant. C'est le 7 avril 2017 que les travaux ont été lancés par le ministre Amédée Kofi Kwaku, alors ministre des Infrastructures économiques. Le château d'eau va desservir plusieurs autres villages de la sous-préfecture de Yokoboué. De l'eau, on en a bien besoin également dans le domaine agricole, un secteur dans lequel la Côte d'Ivoire et le Congo ont décidé de collaborer. Une mission ivoirienne composée de sélectionneurs, d'agents d'encadrement et de producteurs de manioc a séjourné récemment au Congo-Brazzaville à l'invitation du gouvernement congolais. Cela dans l'objectif d'un partage d'expériences en matière de production, de commercialisation et de transformation du manioc. Notre reporter Francis Boifo faisait partie de la délégation. On s'en compte rendu. La République du Congo, 342 000 km², 4 100 000 habitants, capitale, Brazzaville. L'économie de ce pays d'Afrique centrale repose sur le pétrole. Il représente 65% du produit intérieur brut du PIB et 86% des recettes de l'État.
Concernant le secteur agricole, sa contribution au PIB était estimée à 6% entre 2015 et 2017, rendant le pays dépendant des importations alimentaires. 500 milliards de francs CFA en 2016. Avec la nouvelle politique agricole, le gouvernement congolais veut réduire les importations et aller à l'autosuffisance alimentaire. L'accent est mis sur la production et la transformation du manioc, aliment de base du peuple congolais. La Côte d'Ivoire, dont l'économie est basée sur l'agriculture, est sollicitée pour son expertise. La délégation ivoirienne reçue au ministère d'État, ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche à Brazzaville était composée de chercheurs, d'agents d'encadrement, de coopératives, de producteurs et de transformateurs de manioc. Que la Côte d'Ivoire est très avancée dans un certain nombre de filières. La production et la transformation du manioc, la recherche qui doit se dérouler dans cette filière nous intéresse au plus haut niveau. Les usages du manioc sont très limités chez nous. Il faut les diversifier. Et ensuite, nous pouvons partager des expériences qui pourraient améliorer la productivité, réduire la pénibilité du travail. Avant cette rencontre, les Ivoiriens se sont entretenus avec la ministre de la Promotion de la Femme, de l'intégration de la femme au développement du Congo. Ce sont les femmes en République du Congo qui sont responsables de près de 70% de la production de ces produits de base et de 100% de la transformation de ces produits de base. Donc on ne peut pas faire partir cette délégation sans que le ministère de la Promotion de la Femme soit impliqué. Et donc nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture afin que cette coopération soit effective. Maintenir l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Congo y travaille depuis sa prise de fonction en janvier 2017. La Côte d'Ivoire ayant choisi l'agriculture comme socle de son développement économique, a mis les moyens en place pour développer l'agriculture tant au plan des méthodes culturelles que de la recherche, pour avoir les meilleures variétés qui permettent d'avoir une meilleure rentabilité à l'hectare. Ça permet de conserver la nature, de respecter l'environnement. Alors ce sont des bonnes pratiques que nous voulons introduire auprès de nos sœurs et frères du Congo. Ces échanges d'expériences entre Congolais et Ivoiriens se sont déroulés du 4 au 14 juillet dernier dans les 12 régions de la République du Congo, soit plus de 4 mois après une visite de la délégation congolaise dans les agences d'encadrement de structures de recherche agricole et dans les champs de manioc en Côte d'Ivoire. Et ici en Côte d'Ivoire, l'innovation dans le secteur du manioc est plus qu'une préoccupation pour le gouvernement. Le Centre suisse de la recherche scientifique vient d'initier le projet INECO, un projet d'identification écologique de manioc dans le pays. Il vise à proposer des innovations sur la gestion durable de la fertilité du sol et l'optimisation de l'eau de pluie dans la culture du manioc. On en sait plus avec Kwadio Kwame de la station régionale RTI Boaké. Le manioc se situe au 5e rang des productions végétales alimentaires après le maïs, le riz, le blé et la pomme de terre. Le manioc constitue un important aliment pour plus de 500 millions de personnes. En Côte d'Ivoire, la production est estimée à plus de 4 500 000 tonnes. En 2016, selon les données officielles de la Direction de la production de la sécurité alimentaire du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, l'augmentation des rendements face à la perte de fertilité des sols reste problématique pour cette plante qui contribue à assurer la sécurité alimentaire de plusieurs pays. Et dans le cadre de ces activités de recherche, le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire a initié le projet d'identification écologique du manioc en Côte d'Ivoire, INECO Manioc. Ce projet qui vise à proposer des innovations pour la gestion durable de la fertilité du sol et de l'optimisation de l'eau des pluies en culture du manioc. Le rendement actuel du manioc se situe autour de 6 tonnes par hectare, alors que le manioc peut aller jusqu'à 30-35 tonnes, même en milieu paysan. Dans l'objectif d'aller vers ces 25-30 tonnes, nous avons donc initié ce projet pour introduire des innovations qui vont permettre de gérer de façon durable la fertilité des sols.
Mais ces innovations aussi permettront également d'appliquer la densité de plantation. Les producteurs se réjouissent de l'avènement du projet. Qu'il faut vraiment de l'espace pour pouvoir faire le manioc. Quand bien même il y a eu des variétés améliorées, mais le sol n'est pas bon. La sous-préfecture de Yebono a été choisie pour abriter le lancement du projet. Les autorités locales se disent satisfaites et s'engagent à soutenir le projet. Allons-y à Yamoussoukro pour y faire un peu de tourisme. Je vous fais découvrir Guiglo, la parcelle de forêt créée par Feu Félix Houphouët-Boigny. Un espace jadis aménagé par l'ancien président pour les déjeuners champêtres en compagnie de ses invités de marque. Un endroit qui a aujourd'hui besoin d'être soigné. Il s'agira tout d'abord de reboiser plus de 3 hectares de cette parcelle. Une opération de planting d'arbres a été initiée pour redonner sa beauté à ce lieu, combien touristique. Le guide, c'est Charles Tatou, notre confrère de RTI Boaké. Guiglo, c'est le nom de cette parcelle de forêt créée par Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, en guise de souvenir de la forêt de l'ouest du pays, précisément celle du département de Guiglo où il a servi en tant que médecin. D'une superficie de 100 hectares, cette portion de forêt, non loin de sa résidence de Yamoussoukro, abritait les déjeuners champêtres de ses visiteurs de marque. Aujourd'hui, cette petite forêt est livrée à toutes sortes d'agressions qui risquent même de la faire disparaître. Une situation préoccupante, mais l'espoir renaît avec la vigilance de la direction régionale des eaux et forêts du Bélier. Ces responsables viennent d'introduire ce dossier dans leur programme d'activité de reboisement. Les bienfaits et services de la forêt sont nombreux et c'est grâce à leur interaction que nous avons un bon cadre de vie. Une journée de planting d'arbres à leur actif. Objectif, sensibiliser les populations, surtout les acteurs de la filière bois et les autorités locales de Yamoussoukro au reboisement en faveur de la réhabilitation de la forêt de Guiglo. J'invite la mairie et le district à faire en sorte que Guiglo devienne un lieu de villégiature. Les gens ne viendront plus voir que la basilique ou l'INP ou la maison de Houphouët-Boigny. Ils voudraient se promener aussi dans la forêt de Guiglo. Moi-même, je vais m'ajouter sous la mairie et le district et on va trouver tous les moyens pour pouvoir préserver ces forêts et ne sera pas détruite. L'opération du reboisement de Guiglo va s'effectuer progressivement sur 3 hectares. L'actualité internationale pour refermer ce journal. Alors que le Zimbabwe s'apprête à vivre ses premières élections depuis le départ de Robert Mugabe, un scrutin que le nouveau président Emmerson Mnangagwa a annoncé le plus transparent possible. L'opposition dénonce déjà plusieurs manœuvres du pouvoir pour le truquer. La dernière controverse a eu lieu vendredi avec le vote anticipé des policiers et militaires. Ces soupçons viennent entacher l'intégrité du scrutin avant même son commencement. L'Union européenne a déployé plus de 40 observateurs chargés de surveiller le processus, dont certains ont assisté au vote dans les commissariats. Leur rapport sera donc très attendu pour réellement évaluer la promesse de transparence d'Emmerson Mnangagwa. Au lendemain de la finale de la Coupe du Monde à Moscou, Vladimir Poutine met le cap sur le Nord pour une rencontre très attendue. Le président russe a rendez-vous avec son homologue américain Donald Trump ce lundi 16 juillet, soit la première rencontre officielle bilatérale pour les deux dirigeants qui se sont vus plusieurs fois en marge de sommets internationaux. Les alliés européens de Washington craignent que l'imprévisible Donald Trump ne fasse des concessions sur la question des sanctions ou de la Crimée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je serai encore chez vous demain à 13h. Bonne journée sur notre chaîne.